Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du vendredi 7 octobre, le circuit Bugatti va vibrer tout le week-end au rythme des 24 heures camion. Oui, plus de 50 000 personnes sont attendues cette année encore pour vivre des sensations fortes, à l'image de notre journaliste qui a testé pour vous le statut de copilote dans une de ces machines impressionnantes. Nous irons au cœur de la maison d'arrêt des Croisettes à Coulennes pour une remise de diplôme aux détenus étudiants. Et puis, elle vit en Sarthe et dédicacera son autobiographie lors de la 25e heure du livre ce week-end. Rencontre avec une ancienne Claudette au parcours étonnant, vous le verrez. L'invité de l'info est en train d'arriver. C'est Élodie Audrin, déléguée des Pays de la Loire pour l'association Lyme France. La maladie de Lyme, toujours difficile à diagnostiquer dans la région, vous le verrez. Et alors, vous le disiez dans le sommaire, nous allons vous faire vivre des sensations fortes en ce début de journal. Ce week-end, sur le circuit Bugatti, le spectacle promet d'être à la hauteur des camions qui vont engloutir les kilomètres de bitume lors de cette 32e édition des 24 heures camions. À la veille de la compétition, notre journaliste Diane Lemoisson s'est glissée dans le fauteuil du copilote, sensation garantie. Voici notre carrosse, 5400 kg au minimum, capable de rouler jusqu'à 240 km/h, mais bridé pour la course à 160. Une discipline spectaculaire et pourtant dont on parle peu. Au niveau des sponsors et tout ça, on en parle beaucoup moins, donc il est évident que pour trouver les sponsors à l'heure actuelle, c'est dur. Si c'est pas assez médiatisé, on est un peu pénalisé, on va dire. Parce que les gens pensent qu'un camion, ça emmerde les gens sur la route. Bon, ça c'est ce qu'ils pensent, mais on leur montre quand même, quand ils viennent nous voir des fois, on leur montre, quand on leur fait faire des baptêmes, c'est pas ce qu'on pensait quand même du camion. Moi, je ne crois que ce que je vois, alors j'ai voulu essayer. Si on a besoin d'un casque, à mon avis, c'est que ça va secouer. Niveau sécurité, on met le paquet. Une fois équipé, on peut démarrer. Attention aux secousses. Et en compétition, voilà ce que ça donne. Vol plané à droite, à gauche, accélération pour le moins musclé. Heureusement que je suis retenue par les sangles. Mon pilote, lui, reste imperturbable, parfaitement concentré. Ça nous fait cette impression de vitesse. À partir du moment où c'est que quelqu'un a un problème technique qui se met un peu sur le côté et qui nous laisse passer. Là, c'est vraiment impressionnant parce qu'on dit vraiment on arrive vite, quoi. Mais autrement, dans la course, après, évidemment, quand on est dans la course, on est dedans, quoi. Puis là, on met le pied dedans et puis c'est tout, quoi. Et la sensation, on ressent un peu la sensation d'un gros karting. Je pensais plutôt à un manège qui secoue dans tous les sens. Une chose est sûre, si vous vous rendez aux 24 heures camion, vous ne verrez plus les poids lourds sur les routes de la même façon. Des places supplémentaires à la maison des Croisettes. Une annonce faite ce jeudi par le ministère de la Justice. La prison de Coulennes devrait être dotée de 90 places supplémentaires affectées à un nouveau quartier de préparation à la sortie. Pour l'heure, le nouveau directeur des Croisettes ne nous a pas apporté plus d'éléments concernant la mise en œuvre de ces nouvelles places. Actuellement, les Croisettes comptent 490 détenus pour 399 places seulement. Et parmi ces détenus, il y a des étudiants. Oui, ce jeudi, une cérémonie de remise de diplôme était organisée à leur intention. Nous avons recueilli leurs témoignages. Le matin, je travaillais aux ateliers et les cours, c'était l'après-midi en fait. Donc ça faisait une journée continue. Ce détenu vient de décrocher son bac pro boucher. Comme lui, ils sont une centaine chaque année à l'établissement pénitentiaire à se présenter à un examen. Langue française, brevet des collèges, bac pro, voire licence. Ce programme de formation existe depuis l'ouverture de la maison d'arrêt. Il y a beaucoup de réussite. C'est vrai que les personnes qui se présentent, qui vont jusqu'au bout, le problème c'est ceux qui abandonnent, qui n'ont pas, parce qu'il faut imaginer qu'en cellule, on n'est pas seul. Souvent on est 2, voire 3. Donc certains me disent que le soir, quand on veut réviser et qu'il y a la télévision dans une cellule de 10 mètres carrés, c'est pas évident. Mais ceux qui sont motivés, on a des taux de réussite entre 85 et 90%. Les détenus sont volontaires et donc très motivés pour se former. Mais les conditions de détention font parfois flancher le moral de nos étudiants. Ouais, c'est difficile parce qu'on est des numéros, on n'est plus des personnes, ça, on
On vit à plusieurs dans des petites pièces, tout ça. Nos seules préoccupations, c'est la télé ou la console. Du coup, niveau activité, cérébralement parlant, comme je disais, c'est très dur. Après, les familles, tout ça, les proches, tout ça, c'est toujours aussi dur. Quand ils viennent, qu'ils partent, ça touche. On est des humains comme tout le monde. Hein. Donc, ouais, c'est dur, mais on peut pas se plaindre parce qu'on n'est pas venu là tout seul. On a fait une connerie, sinon on serait pas là. Avec son brevet des collèges et la théorie du CAP en poche, ce détenu souhaite maintenant préparer son bac S et poursuivre en master. Son but, travailler dans l'astrophysique. Il prépare son avenir pour ne pas retomber dans ses vieux travers. Le seul travail qu'on nous propose en plus, c'est le SMIC, tout ça, des trucs pas très intéressants. Nous, on a connu l'argent facile, ça veut dire qu'en une semaine, on va se faire ce qu'on nous propose à faire en un mois pour quelqu'un qu'on va pas l'apprécier parce que c'est notre patron, tout ça. Enfin, ouais, il n'y aurait pas les diplômes qui me permettraient d'avoir une perspective d'avenir au niveau professionnel plus adéquate à mes envies. Ouais, ça serait très certainement récidive, j'ai envie de dire. À noter que les détenus bénéficient de remises de peine s'ils participent aux formations. Les parents d'élèves et enseignants de l'école de Beaumont-sur-Sarthe ont obtenu gain de cause. Nous vous en parlions dans l'édition précédente. Durant l'été, le maire de la commune a décidé de fermer 2 salles, réduisant considérablement l'espace réservé aux enfants de l'école pour la classe et pour la sieste. À l'issue d'une réunion ce jeudi, ces salles ont finalement été rouvertes. Il est l'heure d'accueillir à présent l'invité de l'info. Oui, bonsoir Élodie Audrin, merci mille fois d'être sur ce plateau. Vous êtes déléguée Pays de la Loire pour l'association France Lyme et non pas Lyme France comme j'ai pu le dire tout à l'heure lors du sommaire. Alors vous êtes la nouvelle déléguée régionale de cette association et en fait c'est ce que j'allais dire. En fait la première pour la région Pays de la Loire. Aucune antenne n'existait jusqu'à la semaine dernière. Pourquoi et comment vous l'avez créée ? Alors en fait c'est parti je suis moi-même malade de Lyme depuis bientôt 6 ans. J'ai vécu comme beaucoup de malades le parcours du combattant avant d'être diagnostiquée, en passant par de nombreuses hospitalisations, des diagnostics différents, enfin ça a été très compliqué. Jusqu'à ce que j'ai justement la chance de rencontrer Agnès Gobert, la secrétaire adjointe de France Lyme. Et elle m'a écoutée, elle a su m'orienter vers un bon médecin notamment qui sait diagnostiquer Lyme puisque c'est lui qui m'a permis d'être diagnostiquée. Et puis forcément quand on reçoit beaucoup de ces personnes, il y a un moment où il paraît évident de rendre l'appareil et donc l'envie aussi d'aider maintenant en local. Ça va faire 2 ans que j'habite au Mans, j'arrive du sud-ouest et il était important pour moi de m'investir ici. Et donc vous avez créé alors cette association il y a quelques jours seulement et vous disiez en antenne que vous avez déjà eu énormément d'appels de gens qui vous ont sollicité en vous disant merci d'avoir créé cette association ici. Voilà, parce qu'en fait tout est souvent centralisé sur Paris et alors il existe déjà des sections heureusement en province, mais sur les Pays de la Loire rien du tout en fait n'existait. Donc l'idée c'était de se dire après tout autant être précurseur, autant lancer des choses, il y a de la demande, la preuve. Et vous organisez donc une première soirée oui. Le vendredi 15 octobre à partir de 16h, c'est une première rencontre entre malades et puis les gens éventuellement qui sont intéressés pour en savoir plus sur la maladie au Cap Coffee Shop 12 rue Saint-Martin au Mans. Au Mans, c'est ça. L'idée c'est vraiment de vous réunir et d'échanger. L'idée, c'est avant tout d'éviter les tabous sur la maladie, rassurer des gens qui... J'ai une jeune femme au téléphone qui vient d'être diagnostiquée et qui est un peu perdue et paniquée. Donc l'idée, c'est vraiment de rassurer, de dire que vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas seul, s'échanger les bons tuyaux. Et je pense notamment aux gens malades, évidemment, mais aussi à leurs proches, parce que la maladie ne touche pas que le malade. On l'oublie souvent, mais il y a l'entourage. On rappelle que c'est une maladie qui est contractée à la suite d'une morsure de tique. Tout à fait. Bien souvent après une promenade en forêt. Oui. Donc il y a la prévention, bien sûr, l'aspect préventif. Vous allez vous promener en forêt, notamment pendant l'été, vous couvrez. Ça fait partie du domaine d'activité justement de France Lyme. C'est à la fois un devoir d'information auprès des malades et des médias, comme on le fait ce soir. C'est également de la prévention. Donc j'envisage déjà des actions, notamment dans les écoles, en local, surtout qu'on est quand même dans une zone rurale. Donc, avec beaucoup de forêts autour de nous. Avec exactement énormément de forêts. Donc l'idée c'est ça, c'est d'accompagner les malades, de faire de la prévention et de l'information. Et si on a une tique, ce sera la dernière question, si on a une tique, qu'est-ce qu'on fait concrètement si on la découvre sur sa peau ?
Alors la première chose à faire est on va déjà pas forcément être malade directement, non, c'est ça. Voilà, il faut surtout dédramatiser. Évidemment, quand la maladie a atteint son stade chronique, ça peut être grave, mais bon, voilà, il faut être rassurant. Si vous trouvez une tique sur vous, l'enlevez surtout avec un autre tique que vous pouvez acheter dans les assos ou en pharmacie. Et ensuite, en cas de taches rouges, ce qu'on appelle l'érythème migrant, évidemment, aller voir son médecin qui va prescrire 3 semaines et lui en d'antibiotiques. parler tout de suite. Hyper important. Et j'ai même envie de dire sans cette présence d'érythème, parce que malheureusement, il est présent que dans 50% des cas. Merci mille fois. Pour clore sur le sujet, on peut dire qu'il est particulièrement d'actualité puisque le ministère de la Santé vient de mettre le 16 septembre en place un plan national de prise en charge de cette pathologie. Ça n'était pas le cas au préalable. Aujourd'hui, on voit que les pouvoirs publics prennent la conscience de l'ampleur de cette maladie. Un grand message d'espoir pour tous les malades, oui. Merci mille fois Elodie Audrin. Il y a un site internet également pour les gens que ça intéresse. Tout simplement, vous tapez sur Google France Lyme et vous allez trouver beaucoup d'informations. Merci. Merci à vous. Et une idée est sortie week-end à présent avec l'incontournable Salon du Livre du Mans. Cette année encore, la 25e heure du livre accueille une pléiade d'auteurs internationaux et locaux au quinconce des Jacobins. L'année dernière, 28 000 visiteurs avaient répondu présents. Les organisateurs attendent au moins autant de monde, sinon plus, pour cette 39e édition. Et parmi les 250 auteurs invités cette année, une artiste au parcours peu banal. Oui, elle s'appelle Elisabeth Forgot. Elle a été meneuse de revue au Moulin Rouge, danseuse, comédienne et même Claudette. Elle raconte son parcours dans un roman intitulé 5 francs l'orange. Aujourd'hui, retirée dans un petit village sartois, elle replonge dans ses souvenirs avec Diane Lemoisson. Un bracelet volé en douce au Moulin Rouge. Seul témoin avec quelques photos de cette vie de strass et de paillettes. Danseuse puis comédienne, Elisabeth a côtoyé les plus grands. Pourtant d'elle, les gens ne retiennent qu'une chose. Le fait d'avoir été Claudette. Il n'y a pas que ça dans ma vie. Ça a été vraiment une toute petite partie de ma vie. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 télévisions avec lui. Le reste, j'ai rencontré des gens autant formidables que Claude François. Alors ça, c'est avec Yves Lecoq, parce que j'ai travaillé 4 ans avec Yves Lecoq. Il avait autour de lui des danseuses qui étaient comédiennes. Coluche, Jean-Yann, Dalida, Jodassin, les noms légendaires se succèdent. Pourtant, celle qui tutoyait les stars n'a jamais été tentée par la célébrité. Je voulais simplement faire mon métier de danseuse et ensuite de comédienne. Alors que je fasse ce métier avec Yves Lecoq ou Jodassin, pour moi c'était pareil. C'était simplement être sur scène et exister sur scène. Je crois que c'était ça. On existe sur scène, davantage que dans la vie courante, je crois. La scène, elle y garde un pied. En plus de l'écriture, elle donne de son temps au théâtre de Vibray, loin, bien loin du tumulte parisien. Dans ce milieu, finalement, c'est très difficile d'avoir des contrats. Et quand on atteint un certain âge, on a donc des rôles de femmes de 40 ans, ou de 50 ans, ou de 60 ans. Et là, les producteurs engagent des femmes un peu connues. Des anecdotes du showbiz sur fond de guerre d'Algérie avec l'exil forcé de ses parents. Toute une vie qui se dévoile, page après page. Un personnage haut en couleur à retrouver tout le week-end donc au Quinconce pour la 25e heure du livre. Et on termine avec une image qui va peut-être vous donner envie de prendre l'air en forêt ce week-end. Et pourquoi pas dans la forêt de Bercé qui va obtenir le label Forêt d'exception. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et de la Forêt, l'a annoncé ce vendredi matin. C'est la première forêt du Grand Ouest à obtenir cette distinction, notamment pour son exemplarité en matière de gestion durable et concertée du patrimoine, pour reprendre les mots du ministre. Une forêt remarquable, notamment pour ses grands chênes. Absolument. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, je vous retrouve pour la météo. Et puis ensuite, ce sera le Face à la Rédac. À tout de suite. 18h15, cette semaine sur LMTV, avec Nexecure, la télésurveillance nouvelle génération.